Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Je suis ravie de te retrouver pour l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, je vais te parler d'un thème, d'un sujet, ou plutôt je vais te raconter une histoire qui... Mon cœur, il brûle de joie de partager tout ça avec toi, toutes les clés qu'on va voir et surtout de te raconter cette histoire parce que je sais pas, le concept de cet épisode, je pense que tu l'entends, il me met dans un degré de motivation, d'énergie, c'est juste incroyable. Et du coup, je sens que mon esprit a un petit peu du mal à articuler les phrases et les mots, mais ça va le faire et c'est juste la joie de l'enfant qui a envie de s'exprimer, qui a envie de parler. Donc, pour te remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'était l'année dernière, je revenais d'une croisière entre copines, c'était trop bien. Et le lendemain de mon retour, en fait, mon chéri me dit, Salomé, il y a l'équipe de France de football qui vient jouer au Portugal et je nous ai pris des places. C'était la première fois qu'on allait voir l'équipe de France jouer ici. Moi, je m'y connais pas trop en foot, hein. À part que voilà, je sais qu'il y a Kylian Mbappé, voilà. Moi, je connais que Kylian Mbappé. Et j'étais toute contente. Je me suis dit, ouais, je vais aller voir Kylian et tout, c'est trop bien. Et en allant voir ce match, en fait, mon chéri s'est arrêté pour prendre un autostoppeur. Et cet autostoppeur, il nous a raconté sa life, en tout cas une partie de sa vie. Cet autostoppeur, je vais y arriver, il allait lui aussi voir le match de foot et en fait, il nous a raconté des histoires et j'étais derrière la voiture, lui il était devant avec mon chéri et j'écoutais et je me disais mais my God, ce monsieur c'est un maître en manifestation. Il connaît peut-être pas le terme, enfin voilà, il doit vraiment pas être branché dans tous ces trucs-là, mais plus il me racontait ses histoires et plus je me disais mais le gars c'est un maître, c'est un master en manifestation, c'est incroyable. Et du coup, je me suis dit que pour cet épisode, j'allais vous raconter deux de ces anecdotes. Et vous allez voir, c'est vraiment des histoires pour moi qui sont extraordinaires. Rien que d'y penser, vraiment, ça me met en joie. Je sens mon enfant intérieur qui est tout excité. Et donc, le principe et l'idée de cet épisode, ça va être de vous raconter deux de ces anecdotes, mais vraiment qui sont incroyables. Et à la suite de ça, je vais venir un petit peu comme filtrer et venir mettre en lumière 7 clés qui pour moi sont clairement des clés hyper puissantes de manifestation. Et du coup, je vais pouvoir les rebondir et les illustrer avec ces anecdotes. Et ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est qu'avant même que j'arrive à la fin et que je vous dévoile du coup les 7 clés que j'ai moi-même identifiées, je vais vous inviter pendant les anecdotes à vous-même faire preuve de clairvoyance, à activer votre discernement, votre écoute intuitive mais aussi intellectuelle pour aller de vous-même identifier ces clés. Et je pense sincèrement que ce double travail, c'est-à-dire le premier travail, on va dire intuitif et intellectuel d'identification des clés, plus moi qui viens vous donner ce que j'ai identifié, ça va vraiment vous permettre d'ancrer en fait ces notions qui, je pense, sont essentielles et je pense et j'affirme qu'ils sont mais essentiels et primordiales lorsque vous souhaitez manifester quelque chose et vous allez voir ça va être drôle parce que justement quand on raconte des histoires comme ça déjà c'est hyper puissant parce qu'en fait le cerveau il a beaucoup plus de facilité à retenir des histoires et des bouts d'histoire que juste de l'information. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui décrochent à l'école, hein, n'est-ce pas? Parce que rester assis sur le banc et à écouter le maître et la maîtresse pendant des heures, ben, en fait au bout d'un moment le cerveau il sature et notre attention elle est limitée et les informations ne s'imprègnent pas
les connaissances ne s'imprègnent pas, ne s'ancrent pas, alors que quand on raconte des histoires avec des rebondissements, avec des émotions, et ben là, le cerveau, notre capacité d'attention, d'écoute et de perméabilité à l'information est beaucoup plus forte et donc on va intégrer, comprendre et retenir l'information beaucoup plus facilement. Donc voilà, c'était un teasing un petit peu long, mais je suis très heureuse vraiment de vous accompagner aujourd'hui à travers ce nouvel épisode et ces fabuleuses histoires de ce fan de football mettre en manifestation. Et c'est parti, let's go! Alors, bon, je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien remettre un petit peu encore les choses dans le contexte. Donc, on prend la voiture pour aller voir ce fameux match de foot. Moi, je suis toute excitée. Je me dis, ouais, je vais voir Kylian Mbappé et les footballeurs et ça va être drôle et on va bien rigoler. Et puis, on sort de chez nous, on arrive au rond-point. Et là, en fait, on voit une espèce de monsieur un peu en mode bloc comme ça, limite au milieu de la route, cheveux complètement rasés, tout blanc, enfin je devrais plutôt dire tout rouge, parce qu'il faisait très chaud le pauvre, et il dégoulinait, il était au milieu de la route, et moi j'avoue que mon premier sentiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il n'est pas d'ici, il veut quoi? C'est un serial killer? Et mon chéri, en fait, il s'arrête vraiment à côté de lui. Il commence à discuter brièvement, c'est un Français. Et finalement, il le fait monter. Donc moi, je passe à l'arrière, il monte devant et il nous explique que lui aussi se rend au match de foot et que... Alors, juste avant d'aller plus loin, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout une experte en football. Donc moi, je vais utiliser des termes voilà, approximatifs. Il ne faudra pas du tout m'en tenir rigueur, mais je ne suis pas une experte. Je préférais poser ça là. Voilà, parenthèse fermée. Et donc, il commence à nous raconter un petit peu son périple, qu'il est venu en bus, parce qu'avant il était en Espagne, parce qu'il y avait un match qui se faisait en Espagne, et qu'il est venu en bus, et puis qu'il a fait du stop. Je me dis, mais comment ça, tout ça pour voir un match de foot? Et je commence à lui poser des questions. Et il se livre à moi, à nous, et il commence à nous raconter un petit peu sa vie, sa passion, mais sa passion pour le foot. Et il nous raconte des anecdotes, mais vraiment plus farfelues, plus incroyables les unes que les autres pendant le trajet. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'il nous dit, mais moi je ne paye jamais mes places pour rentrer dans le stade de foot, pour aller voir un match de foot. C'est très rare que je paye mes places. Et donc je lui dis, mais non, mais tu vas pas pouvoir nous raconter tes histoires et tout. Et en fait, c'est là que ça commence. Il me dit, mais ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas Salomé, je te dis que je serai là. Mais je lui dis, mais tu vas faire comment? Il me dit, je te dis que je serai là. Et donc, en fait, on le dépose, on arrive au stade, on le dépose. Nous, on a nos places, donc on rentre, on le voit, et il est là avec sa petite pancarte, recherche place et tout. Il y a quelqu'un qui s'approche, et il nous avait déjà dit qu'en gros, il avait son budget en tête et qu'il ne mettrait pas tant d'euros, pas plus de tant d'euros, pour avoir une place. Et donc il y a des vendeurs un peu à la sauvette comme ça souvent quand il y a des matchs devant le stade qui vendent des places. Et lui, tout ça, il refuse. Puis je suis là, je le regarde. Nous, on est déjà rentrés. On va à la buvette pour prendre une petite bière. Je lui dis, bon, tu penses mon chéri, tu penses qu'on lui prend quand même une petite bière et tout, mais je ne sais pas s'il va rentrer. Et en fait, mais littéralement quelques minutes plus tard, qui on voit débarquer? Eh ben, ce monsieur. Alors désolé aussi, j'ai oublié son prénom. On va l'appeler Jean. Hein. Ça sera beaucoup plus agréable, je pense, pour l'épisode. Donc on va l'appeler Jean. Et mais ça vient de me revenir. Il s'appelle Michael, comme l'ange. Hein, ça m'est revenu. Il s'appelle Michael comme l'ange, tout à fait. Donc on va pouvoir l'appeler par son prénom. On va pas le renommer. Donc Michael, on le voit débarquer. Il arrive et je me dis, mais c'est incroyable. Mais comment t'as fait, Michael? Il faut que tu m'expliques. Et donc, il nous relate sa première histoire.
Et il nous explique donc que c'est un passionné de football, que lui, son truc, c'est vraiment d'aller voir les matchs de foot en direct, de voyager, mais qu'il n'a pas d'argent en fait, donc qu'il a très très peu d'argent. Donc souvent, il se retrouve dans des situations un petit peu abracadabrantesques où des fois, la veille, il va devoir dormir dans une voiture avant d'aller voir le match. Je lui dis, mais dormir dans une voiture, c'est-à-dire, il me dit, je vais faire la rue comme ça, je vais marcher dans la rue et je vais essayer d'ouvrir les portes des voitures. Et puis, s'il y a une voiture qui s'ouvre, eh ben, je vais me poser dedans et je vais dormir. Je vais dire, quoi? Mais genre comme ça, tu vas dormir dans la voiture? Il me dit, oui, oui, et t'as jamais eu de problème? Non, jamais. Ok. Je suis tellement passionnée de foot que il nous donne un exemple. Il est allé avec un de ses cousins pour voir un grand match de foot qui se passait en Italie. Il avait une place, d'accord? Il avait sa place et il avait dit à son cousin, après avoir fait des périples et des périples et des périples en bus, hein, d'accord? Et en autostop. Écoute, en fait, j'ai tellement envie que tu assistes à ce match parce que ça va être un gros match et tout, que moi je te donne ma place. C'est pas grave, j'y vais pas. Je te donne ma place et puis je me débrouillerai. Et son cousin, il hésite au début, il lui dit mais attends quand même, c'est un match hyper important, c'est ta place, tu peux pas me la donner, et puis comment tu vas faire pour rentrer? C'est vraiment impossible que tu rentres, enfin voilà, tout a été déjà vendu, la sécurité, elle est renforcée, non, non, j'accepte pas. Et puis Michael insiste, il lui dit si, s'il te plaît, ça me fait plaisir. Ça va être le premier événement auquel tu vas assister. C'est vraiment un événement grandiose. Ça me fait le plaisir. S'il te plaît, prends ma place. Et du coup, son cousin prend la place et puis Michael lui fait un petit clin d'œil et lui dit allez, on se retrouve à l'intérieur. Bon, le cousin plutôt défaitiste, mais quand même content et heureux d'avoir cette place pour ce super match de foot. Venez pas me demander les équipes qui jouaient, hein. Il est heureux et il rentre dans le stade. Et puis bon, Michael commence à observer la foule. Il me dit que l'observation, c'est vraiment très très important. Voir qui se place, comment, qui propose des places. Et il a toujours un petit panneau avec écrit recherche place, quoi. Et, et il me semble qu'il a mis recherche place gratuite sur le panneau. Je suis plus sûre de cet élément, mais en tout cas, il a un petit panneau avec inscrit recherche place. Et il commence à observer la foule. Et là, il croise un jeune homme. Et la chose qui le marque, c'est son maillot. Il porte un maillot de foot. Et comme Michael, c'est un expert du football, il sait que ce maillot, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore à la vente. Et que si cette personne a ce maillot, c'est que c'est une personne qui est directement en lien avec les équipes de foot, ou en tout cas qui est dans le foot, ou alors qui a beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour avoir ce maillot de foot en avance. Et donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'aborder le jeune homme et il décide de complimenter son maillot et il lui lance subtilement deux petites anecdotes en fait sur l'équipe à qui appartient ce maillot. Et le jeune homme, il est touché par ces anecdotes qui sont des anecdotes très pointues, très ciblées. Seul un expert vraiment du foot peut savoir ça. Et il est touché en fait par ces anecdotes, par son histoire à Michael. Et il lui dit, écoute, je suis, je sais plus qui, mais en effet une personne très connue dans le monde du foot, en tout cas avec une influence importante au niveau de cette équipe-là. Tu m'as touché, je te fais rentrer avec moi. Je te fais rentrer avec moi et tu vas aller dans les loges. Et en fait, comme ça, grâce à un compliment, le gars, enfin Michael, se fait sponsoriser la place et se retrouve en loge pour voir ce match complètement fou, complètement bondé. En rentrant, il croise son cousin qui attendait quand même près des grilles. Il explique au jeune homme qui c'est, et du coup, il les fait monter tous les deux dans les loges pour assister au match de foot. Et il me dit, Salomé, c'était royal, on avait à boire, à manger, on a passé un moment
extraordinaire. Waouh! Alors ça, c'était la première anecdote. Et la deuxième anecdote que j'aimerais vous raconter, qui aussi, je trouve, juste incroyable, c'était pour la Coupe du Monde. Alors, pas la dernière Coupe du Monde où la France a gagné, mais celle d'avant, c'était 2018, je crois. Je suis plus sûre. Non, je ne suis pas une experte. Michael, en fait, m'explique qu'il avait réussi à avoir une place pour ce match à un très très bon prix et que d'ailleurs, c'était une des seules places qu'il avait achetées. Et que la veille, en fait, du match, de la rencontre, il se lie d'amitié, toujours dans son processus où il fait des kilomètres en train, voilà, pour pouvoir se rendre. Dans son pèlerinage, j'ai envie de dire, dans son voyage, il a rencontré une personne plutôt démunie qui l'a touché. Et ce que Michael a décidé de faire, c'est de vendre sa place, la veille du match. Il a décidé de vendre sa place. Je crois qu'à l'époque, il m'a dit qu'il avait réussi à en tirer 1 500 € pour permettre en fait à cette personne, parce que Michael n'avait pas d'argent lui-même, pour pouvoir permettre à cette personne d'avoir un bon repas, de passer un bon moment. Et puis ils se sont dit en fait qu'ils regarderaient le match de foot à la télé ensemble, quoi. Mais pas loin du stade, dans un café, pas loin du stade, bien sûr, parce que voilà, en tant que grand supporter et fan du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, il se devait évidemment d'être près du stade. Et donc il vend sa place, il passe cette merveilleuse soirée avec cette personne est pleine de gratitude et tout. Et le jour du match, en fait, Michael, il se débine pas. Il me dit, quelque chose me dit qu'il faut que j'aille, quoi, qu'il faut que je gère, qu'il faut que je traîne, que j'aille observer près du stade. Alors, vous imaginez, c'est un jour de Coupe du Monde, la sécurité est renforcée, les places, elles sont inexistantes, parce que c'est un événement tellement tant attendu. Et il a un petit peu de... il a un peu d'argent. Et là, il a l'idée, il me dit, il a l'idée d'aller acheter des grandes cups de Coca-Cola, comme on vend aux abords des stades. Donc en fait, il a un plateau comme ça, avec, il me dit, peut-être 7 ou 8 grandes cups de Coca-Cola. Je lui dis, ah ouais, mais why? Why? Il me dit, je sais pas, c'est mon intuition me dit d'acheter ça. Ok. Donc il est là, il erre autour du stade, j'ai l'image, mon Dieu, ça me fait tellement rire. Et il erre avec son plateau et ses cups de Coca-Cola autour du stade. Et puis il voit un groupe d'Allemands rentrer. Et il se dit qu'il va les suivre. Donc il passe, il suit le groupe d'Allemands avec le cup de Coca-Cola. Et là, il y a une première sécurité qui lui demande de vérifier son ticket. Mais il n'a pas de ticket. Et il feinte de parler allemand et d'engueuler une personne en allemand, en mode tout en avançant avec son plateau de Coca-Cola, en mode, en fait, je fais partie du groupe, quoi. C'est comme si, voilà, je fais partie du groupe, me saoule pas avec ton histoire de billets. En gros, si j'ai du Coca et si je suis le groupe, c'est bien parce que j'ai mon billet et que je vais pour prendre ma place, en fait. La première personne de la sécurité essaye de le suivre un peu, mais comme il y a beaucoup de monde, elle l'arrête pas et elle continue à faire son job. Sauf qu'il y a une deuxième vérification du billet après, donc une deuxième sécurité. Et là, il retente la même chose,
il sape toujours avec le groupe d'Allemands, il est là, il propose un coca, on lui demande son ticket, il montre une personne derrière en parlant faussement allemand, schnuck, schnuck, schnuck. Il montre avec sa tête qu'il a le coca, le plateau de coca, qu'il peut rien faire et qu'il avance. Et puis pareil, le mec de la sécurité bug un peu, qu'est-ce que je fais pas. Le temps que que le mec de la sécurité bug, ben Michael, lui, il est déjà rentré en fait. Et il rentre dans le stade. Il arrive à rentrer dans le stade comme ça, le jour de la Coupe du Monde. Non mais quand même, il faut le faire. Mais il me dit, Salomé, c'est pas fini là. Parce que, qu'est-ce que je fais? Je dois trouver une place pour m'asseoir. Mais on est un jour de Coupe du Monde. Donc, je m'assois à une première place avec mon plateau. Et puis, ben là, il y a une personne qui arrive. Et puis, du coup, je lui dis, désolé, et il change de place. Il change une deuxième fois de place. Et puis, il se dit, bon, il y a sûrement quelqu'un qui va arriver. Voilà, je sais pas comment je vais faire. Il est avec son plateau de tous les coca. Et en effet, ça loupe pas, il y a une personne qui arrive. Et puis au loin, il voit une autre place et il se dit, bon, je vais quand même tenter ma chance, mais là, c'est mort. Si voilà, la personne, elle arrive, ben, en fait, on va voir que j'ai pas de place et on va me foutre dehors, quoi. Et donc, il s'assoit sur cette place, toujours avec son plateau de Coca-Cola, il est stressé. Et là, le match commence. Le match commence. Et puis, au bout de quelques minutes, en fait, il se rend compte, il n'y a personne qui vient pour prendre la place. Et il me dit, Salomé, pendant tout le match, il n'y a personne qui est venu prendre cette place. J'ai pu regarder ce match de la Coupe du Monde en entier, avec du coca, et en plus avec un bénéfice dans ma poche, parce que lui, il n'avait certainement pas acheté la place à 1500 euros. Je crois qu'il m'avait dit qu'il l'avait acheté à 200 euros, quelque chose comme ça. Et donc, il avait fait un bénéfice en faisant plaisir à cette personne qu'il avait rencontrée la veille, en vendant sa place du match. Et là, il est là, avec son coca, son argent, et son kiff, et son grand kiff, en train de regarder la Coupe du Monde, et la France gagne, et il me dit, je suis un enfant, je suis aux anges, voilà, j'ai eu l'audace, j'ai eu l'audace de faire ce que j'ai fait, de passer la barrière de sécurité, d'acheter ce coca, et en fait ça a payé parce que j'ai été là sur cette place et j'ai pu assister à ce match magnifique, voilà, 3-2-1, allez les Bleus, je sais plus c'était quoi l'hymne de ce match-là, mais ça a été un moment pour lui inoubliable et sa manière de me raconter son anecdote, je pouvais ressentir que ça le faisait encore vibrer dans toutes ses cellules. Il le racontait, c'était comme si on le vivait ensemble en fait. Il me l'a fait vivre ce moment. Et donc voilà pour cette deuxième anecdote. N'hésitez pas à venir me dire dans le commentaire de cet épisode, du coup, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez envie de suivre les traces de Michael? Comment vous avez trouvé ces anecdotes et ces histoires? En plus, ce qui est trop drôle, c'est qu'il se balade avec une espèce de, j'allais dire webcam, pas webcam, mais ce petit système-là qui permet de prendre des vidéos et de vloguer. Et du coup, il fait plein de petites vidéos comme ça où il relate ses histoires. Je lui ai dit, mais il faut mettre ça sur Internet, c'est pas possible. Quoique après, il risque de se faire griller par les stades de foot. Et on a fait une petite vidéo blog ensemble où je lui ai dit, franchement, bravo pour tous ces partages parce que moi, ça m'inspire. Ça m'inspire parce que c'est mon travail. Aller décoder les clés de la manifestation, de notre pouvoir de création, c'est mon travail et c'est assez intéressant de voir comme quoi, même quand on n'est pas connecté à la spiritualité, même quand on n'utilise pas les outils du développement personnel, il y a quand même des codes qui s'en rapprochent et que même si on ne s'intéresse pas de tout ça et même si un jour on a envie de se détacher de tout ça, il y a quand même des gros principes fondamentaux qui restent et du coup c'est ces principes, c'est ces clés-là que j'ai envie de voir avec vous. Et d'identifier avec vous. Alors peut-être que de votre côté, vous en avez déjà identifié des clés.
Et on va voir du coup si ce que vous avez vu et les miennes correspondent, d'accord. Je vous invite à prendre note ici et à vous poser aussi la question, comment je peux implémenter ça moi-même dans mon processus de manifestation. Peut-être que je le fais déjà, mais comment je peux venir l'implémenter encore à un degré supérieur. Parce que là, on va vraiment le voir. Je pense que pour moi, tout le gros enjeu ici, ce qui fait toute la différence pour Michael, euh, c'est sa dévotion. Et je vais commencer avec cette première clé-là, hein, la clé de la dévotion. C'est-à-dire qu'il est tellement dans la dévotion pour sa passion du foot, il est tellement passionné, il est tellement piqué, c'est tellement un expert et il se donne tellement pour cette passion. Il va vivre les matchs en direct, il est prêt à faire des kilomètres aller-retour dans des conditions où ça le dérange même pas de le faire comme ça, parce que lui, il part du principe qu'il n'a pas de thune et qu'il veut vivre, qu'il est prêt à passer par ce processus-là pour aller vivre son expérience du match qui dure 2 heures, d'accord. Mais ça lui convient. Mais il est dans une telle dévotion, c'est-à-dire qu'il ne se plaint pas. S'il ne trouve pas de personne qui veut l'héberger, il dort dans une voiture. Il fait des kilomètres et il y va vraiment avec cette passion. Et chacun, très intéressant aussi, c'est que chacune de ces expériences en direct, le fait de vivre, ça va plus être 7 clés du coup, ça va plutôt être 8 clés. Mais le fait de venir vivre les choses dans la matière, dans le vivant, vraiment dans la réalité, c'est-à-dire pas juste être derrière son écran en fait. Il se donne les moyens, il est dévoué à aller vivre dans la matière les expériences. En fait, ça lui crée des anecdotes et ça lui crée également un rappel dans ses cellules, un shoot en fait de bonheur, de joie, de plaisir dans ses cellules que ça vient nourrir encore plus sa dévotion et c'est un cercle vertueux. Donc je dirais clé numéro 1, vraiment la dévotion. Est-ce que dans le projet, est-ce que dans le désir que vous avez envie de manifester, vous avez ce niveau de dévotion-là? Première clé. Deuxième clé, auquel je n'avais pas encore pensé, c'est est-ce que vous venez l'incarner dans la matière? C'est-à-dire que cette chose que vous désirez manifester, est-ce que vous êtes prête à venir au contact de cette idée tous les jours dans la matière? Vraiment comme pour Michael, c'est un très bon exemple. Il est passionné de foot, il est dévoué pour le foot, mais il reste pas derrière son écran. Il va voir les matchs de foot, que le match de foot soit nul, que le match de foot soit incroyable, que ça soit une victoire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il veut le vivre dans la matière. Donc la question à se poser ici, c'est comment on peut, et je m'inclus également dedans, bien sûr, comment on peut venir se mettre en action concrètement dans la matière, être connecté et faire vivre notre désir dans la matière comme Michael et se mettre en mouvement, se mettre en action, venir nourrir ce désir dans la matière. Je pense que c'est vraiment la deuxième clé hyper importante. Troisième clé, l'observation. Que ce soit pour l'anecdote numéro 1 ou l'anecdote numéro 2, Michael, il a vraiment cette qualité, et je l'ai vu, d'observer son environnement et d'utiliser ses observations à son avantage. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on crée des opportunités, mais c'est aussi comme ça, et là je vais rentrer dans un champ un peu plus spirituel et quantique, c'est aussi grâce à l'observation active et en conscience qu'on est capable de voir les miracles, les synchronicités et les signes que la vie nous envoie. Typiquement, dans la première anecdote, il observe, il constate que ce jeune homme porte ce maillot du foot. Alors il est tellement dévoué, il est tellement passionné, c'est tellement un expert qu'il connaît le maillot de foot.
mais il l'a observé. C'est parce que vraiment, il était dans cette analyse de son environnement, dans l'observation attentive et consciente qu'il a pu se rendre compte de ce détail, parce qu'on remet les choses dans le contexte quand même. Il y a une foule de personnes, c'est un match hyper important. Donc il y a énormément de mouvements et il a été capable de d'observer et de reconnaître ce maillot sur cette personne. Donc, on voit vraiment que l'observation ici, c'est un point hyper important. Et moi, je le vois aussi à titre personnel. Souvent, quand j'ai des personnes en séance et que je leur demande de me raconter un petit peu leurs problématiques ou parce que dans une relation, par exemple, ça ne va pas et je vais leur demander de me raconter un petit peu le fil, en fait, de la problématique, du conflit et qu'elles vont me donner des éléments, moi-même avec les éléments qu'elles me donnent, je suis capable d'observer et de voir des choses que cette personne n'a pas vues. Et je ne parle pas de voir et observer au niveau de l'inconscient, je parle vraiment de, par rapport à une chose qui aura été faite ou qui aura été dite, je suis capable d'observer et de catcher vraiment cette chose qui est cette chose-là, d'observer, voilà, de l'identifier. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas parce que c'est vrai, quand on est dans le quotidien, dans le brouhaha, qu'on a des objectifs, des enjeux et tout, on est tellement dans notre folie, comme mon mari aime bien dire, dans notre mental, et ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps, ou en tout cas qu'on ne prend pas le temps d'observer notre environnement et d'observer les signaux, d'observer les messages de la vie. Parce que pour moi, si je dois parler d'un point de vue spirituel, en fait, ce monsieur, ça a été la bénédiction de Michael. Ça a été l'intercesseur, l'intermédiaire de Dieu, de la vie, de l'univers, pour Michael. Ça a été vraiment la porte d'entrée, en fait, ce monsieur. Mais Michael, s'il n'avait pas été dans cette posture d'observation, il n'aurait jamais pu la voir et il n'aurait jamais pu bénéficier de son opportunité. Donc, vous posez la question, comment je peux me comment je peux faire grandir ma capacité d'observer et de voir les opportunités autour de moi et de voir les opportunités idéales pour ma manifestation. Yes. Du coup, troisième clé, je sens que je vais m'embrouiller un petit peu dans les clés, hein, mais je sais que vous allez être capable de suivre. C'est l'expertise. L'expertise, pour moi, ça se rapproche quand même de la dévotion, mais il y a une petite nuance. C'est-à-dire que c'est vrai que Michael, il est dévoué, voilà, il y va, il se donne les moyens, il vit dans la matière et tout, mais c'est aussi un expert. C'est-à-dire que tout ce qu'il apprend sur le terrain, même si lui directement n'est pas joueur, mais joueur de foot, mais il apprend de ses observations, le fait d'avoir vécu les expériences en direct au stade, d'avoir ces petites anecdotes un peu private que seuls ceux qui ont vécu les expériences peuvent les relater, mais il y a aussi toute son expertise vis-à-vis du jeu du football, vis-à-vis des différents placements ou je ne sais plus comment on appelle quand un joueur est acheté par un autre club et des montants et etc. C'est un vrai expert. C'est un vrai expert et je pense que vraiment ici aussi c'est un élément et une clé très importante, cette notion d'expertise, mais dans le sens où ça amène de la clarté. Parce que quand on veut manifester quelque chose, il faut quand même plus ou moins savoir ce qu'on veut manifester, ou du moins dans les grandes lignes. Et quand on est vraiment passionné par quelque chose et quand on a ce niveau d'expertise, on se rend quand même compte que c'est beaucoup plus facile de manifester et on manifeste beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se calibre tout simplement sur la fréquence énergétique de notre désir. Typiquement, je reprends le même exemple avec cette j'allais dire altercation, pardon, mais cette rencontre qu'il a fait dans la première anecdote, c'est grâce à son expertise, c'est grâce au fait il ait pu, à travers 2-3 anecdotes racontées à ce jeune homme,
que boum, le jeune homme a été impressionné de son savoir, de son recul, de son analyse, et qu'il a été touché, parce que lui, directement concerné, si c'était un joueur de foot ou aussi un expert à son niveau. Donc d'expert à expert, ils sont devenus match énergétique, et l'autre lui a ouvert une porte. Donc la question vraiment ici à se poser, c'est vraiment comment je peux m'enrichir, comment je peux devenir une experte de ce que j'ai envie de manifester. Voilà. Je veux aussi reprendre cet exemple du sac. Alors, peut-être que si vous ne me suivez pas sur Instagram, ça ne va pas vous parler, mais je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, sur le compte âme souveraine, parce que j'ai partagé une anecdote en fait où j'ai manifesté un de mes goals de mon vision board qui est un sac de luxe. Et j'expliquais comment j'ai manifesté ce sac de luxe. En fait, c'est vrai que je ne suis pas experte du luxe, mais en tout cas, j'ai été experte au niveau de ce que je voulais vivre comme expérience. Je savais comment je voulais le vivre, comment je voulais être accueillie, comment je voulais être conseillée, comment je voulais vivre l'expérience. Et il y a une forme d'expertise derrière parce que c'était très clair pour moi. Donc on se rend vraiment compte que vraiment cette notion du savoir, de la connexion, de l'expertise, c'est ce qui va nous rapprocher de devenir ce match énergétique par rapport à notre manifestation et accélérer notre manifestation. Yes. Prochaine clé, alors je sais plus, on est quoi, à la 5e, c'est ça? 5e clé, ou 6e peut-être, je ne sais plus, c'est le partage. Le partage, le don de soi, le fait de se donner, le fait d'accepter que lui-même, c'est un instrument de la lumière, de la gloire de Dieu, de la gloire de l'univers sur Terre. Comment ? Dans la première anecdote, il n'avait qu'une seule place. Une place pour aller voir ce match, il était avec son cousin, il a décidé de donner, d'accepter de perdre, je mets vraiment des guillemets là-dessus, à côté de ce mot, mais il a accepté de donner, de perdre sa place, pas de perdre sa place, de perdre l'opportunité d'aller voir ce match, d'accord, mais pour donner sa place à son cousin. Donc il a honoré sa place ici, il a honoré son rôle d'intermédiaire du jeu divin en donnant sa place. Et pour moi, c'est quand on arrive vraiment à s'aligner, à être tellement confiant, à être tellement aussi dans l'amour, parce que ça demande un degré d'amour pour soi, mais pour l'autre aussi, et pour le sport en l'occurrence, pour l'objet de sa manifestation, parce que c'est parce qu'il est dans l'amour pour le football qu'il a eu envie de faire partager ça à son cousin, peu importe le prix, même si le prix c'était d'oublier en fait, de laisser partir sa place et peut-être son opportunité à lui aussi d'assister à ce match. Donc vraiment le fait d'être dans l'amour et d'accepter d'être un instrument ici à cette action de l'univers, regardez les miracles que ça provoque. Et c'est pareil dans le deuxième exemple, il a accepté de prendre, entre guillemets, le risque, et pour moi, c'est oui, le risque de perdre son opportunité d'assister à cette Coupe du Monde qui, pour les joueurs de foot, je pense que ça doit vraiment être le Graal ultime, pour pouvoir être au service de l'amour sur Terre, pour être au service de l'amour du divin sur Terre, en offrant ce bon moment, ce repas à cette personne-là. Et encore une fois ici, boum, miracle. Miracle! La vie est venue le féliciter, le récompenser. Donc pour moi, dans le processus de manifestation aussi, le fait d'être dans un parfait alignement, et ça demande beaucoup de lâcher prise, et ça demande un amour total et profond pour accepter d'être cet instrument et d'accepter que en fait ça passe par nous. Et c'est là où on voit vraiment le mouvement en fait de l'énergie dans la manifestation que je trouve incroyable. C'est-à-dire que ça passe par nous. C'est pas
on te donne et tu prends et tu t'accroches comme une moule sur le rocher, comme je disais dans mon épisode précédent sur le lâcher-prise. Du coup, c'est là et je m'accroche et c'est le mien, mon mien. Et non, c'est j'accepte en fait d'être un canal de cet amour. Je suis mon intuition parce qu'il me l'a dit. J'ai senti cette intuition et de donner et être dans le don de soi, dans le don de ses bénédictions, dans le partage. Mais attention, je précise ici, c'est très important uniquement quand c'est aligné pour vous. Et c'est là vraiment la nuance et j'aimerais vraiment ouvrir cette parenthèse parce que c'est aussi quelque chose que je vois souvent, des personnes qui vont donner et qui vont se plaindre, oh je suis épuisée, oh moi je fais que donner, personne me donne à moi, c'est injuste, etc. Ben oui, mais peut-être parce qu'en fait vous vous rendez pas compte que la loi qui dit donner et recevoir, c'est donner avec amour. Si tu donnes avec une forme d'attente derrière ou avec de l'agacement ou oui du ressentiment ou même du pas envie en fait, voire même de la colère, mais qu'est-ce que tu récoltes en retour? Tu vas pas récolter l'amour et l'abondance, tu vas récolter exactement ce que tu as donné. Et quand tu l'as donné, l'état émotionnel, l'état énergétique, que dans lequel tu étais quand tu as donné. Si tu as donné en étant en colère, tu vas récolter une forme d'agacement et de colère. Voilà. Donc c'est très important aussi là de faire preuve de discernement et de donner quand vous sentez l'élan, quand c'est juste. Alors peut-être que vous allez avoir une petite contraction comme ça, une petite résistance de non, mais est-ce que je donne vraiment ou pas? Et c'est là la magie, c'est là la puissance de la vie, de cette énergie de vie du divin, c'est d'oser aller suivre cette intuition et donner et et vous laisser surprendre. Voilà, donc cette clé-là du don, elle est hyper importante pour moi aussi. Autre clé, je ne sais plus où on en est, je suis perdue. La foi. La foi. Le fait qu'il croit profondément à ce que ça peut marcher, matcher pour lui. Je m'explique. Quand on s'est rencontrés et que je lui ai dit « Mais attends, mais Michael, tu vas faire comment pour rentrer et tout ?» Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « T'inquiète, Salomé, je vais trouver une solution. » Mais littéralement, il n'a pas vacillé, il n'a pas dit « J'espère que je vais trouver une solution » ou je n'ai pas senti, et c'est très important ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas senti une fraction de doute dans sa voix. Pas une fraction de doute. Il avait la foi, la confiance, la certitude qu'il allait avoir une place. Alors peut-être que pour les deux autres anecdotes, cette certitude, elle était un peu biaisée, quoi. Peut-être qu'il avait un peu de doute. Mais ici, quand il m'en a parlé dans notre rencontre, moi je peux vous assurer que il était pleinement connecté, pleinement aligné avec sa foi, sa force, sa croyance inébranlable. Mais comment il a ça? C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent et je suis très contente de vous en reparler ici parce que pour moi c'est vraiment une clé qui va vous aider dans votre processus de manifestation en général et pour tout. Michael, il a ce que j'appelle le référentiel d'évidence. Ben oui, parce qu'il a tellement vécu d'anecdotes comme ça, d'histoires plus incroyables les unes que les autres, où à tel moment on lui a ouvert une porte, où il a réussi à trouver une solution, où on ne sait pas par quel miraculeux hasard il a réussi à rentrer, il a réussi à avoir une place. Toutes ces anecdotes, toutes ces histoires viennent créer son référentiel d'évidence. Et la preuve, là je vous en ai choisi deux qui pour moi étaient vraiment les deux anecdotes waouh les plus... Mais il en avait d'autres et il m'en a raconté d'autres et il a pris un plaisir à me raconter ces anecdotes. Donc c'est-à-dire que même
avant même qu'il se mette dans le processus de chercher une place, il était en train de faire grandir en lui sa foi grâce à son référentiel d'évidence. Et quand vous êtes connecté à la foi, quand vous êtes connecté à la croyance de ça marche pour moi, pas ça va marcher pour moi, c'est vraiment ça marche pour moi. C'est là, ça arrive, c'est là, ça arrive. Ça ouvre des portes, ça connecte à la vibration des miracles. Vous devenez vraiment ce match énergétique à ce à quoi vous désirez. Et c'est pour ça que je peux que vous inviter vraiment à vous construire vos référentiels d'évidence parmi les choses que vous voulez voir se multiplier dans votre vie. C'est-à-dire, quelles sont les évidences où l'abondance est déjà là? Quelles sont les évidences où vous êtes une personne chanceuse? Et créez-vous votre discours intérieur. C'est-à-dire que Michael, lui, forcément, avec ses voyages et tout, il rencontre des gens, il parle avec des gens. Donc, toutes ces anecdotes, ça fait partie de son discours interne. C'est sa réalité, c'est son discours intérieur. D'accord? Et ce discours intérieur, il est directement branché à sa capacité de réalisation de ses objectifs et de manifestation. Mais nous, êtres humains, alors, les êtres humains, je dirais, plutôt lambda dans notre qui ne vivent pas des expériences extraordinaires comme ça, eh ben on va avoir tendance à avoir un discours intérieur plutôt négatif, plutôt aller ressasser les choses contraignantes ou difficiles ou les épreuves qu'on a vécues et les ressasser. Hein. Ah là là, l'autre, franchement, c'est toujours la même chose, il me fait toujours chier, il fait jamais le ménage, et puis c'est toujours moi qui prends tout. Et alors, toi, ça va? Ah non, 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 l'autre, il me fait toujours chier, j'en ai... Vraiment, c'est ça. Quand j'entends, j'observe et quand j'écoute les gens parler, très souvent, la plupart, alors pas tout le temps non plus, heureusement, mais la plupart du temps, ils sont en train de ressasser, d'avoir ce discours intérieur sur les choses qu'ils aiment pas. Mais ok, mais comment tu veux manifester des choses à toi dans ta vie, te créer une vie extraordinaire qui te plaît, d'accord? Si en fait tu es en train de concentrer ton attention, ton énergie, ton pouvoir de création sur les choses que t'aimes pas. T'étonnes pas de te créer plus de problèmes et plus de choses sur lesquelles tu vas avoir de bonnes raisons de te plaindre. Voilà. Donc l'importance vraiment pour moi de se créer ce référentiel d'évidence, en tout cas l'importance, l'atout vraiment de vous créer votre référentiel d'évidence, c'est que vous allez pouvoir venir renforcer votre foi, la croyance que ça marche pour vous. Voilà pour cette clé, il en reste encore 2. Alors, l'avant-dernière clé, c'est la clé du jeu. Hein. Je pense que ça, vous avez dû l'identifier. Michael, il prend tout pour un jeu. Vous me direz, oui, mais en même temps, il va avoir des matchs de foot. Oui, mais le nombre de personnes, pareil, que je connais, qui vont aller voir un match en mode est-ce que je vais pas arriver en retard? Est-ce que tu as bien pris tes places? Et est-ce qu'on va trouver une place de parking? Oh non, non, mais il y a du monde. Oh là là, ça va être compliqué. Hein? Je pense que ça vous parle. Et lui, il arrive en mode je vais faire mes 3 heures de bus et ensuite j'ai 1 heure d'autostop pour arriver à ma destination et puis finalement j'arrive la veille donc je sais pas trop où je vais dormir parce que j'ai pas de thune et finalement je vais regarder les voitures. Le mec il prend tout comme un jeu. Il a, je veux dire, prendre un plateau de coca, avoir l'idée de prendre un plateau de coca, d'accord, même si c'est très ingénieux, mais les enfants sont très ingénieux, j'allais dire, hein, de toute façon. C'est comme un enfant. Moi, j'ai vraiment l'impression d'observer un enfant en train de jouer un rôle. En fait, je vais aller jouer l'allemand, quoi. Je vais aller jouer l'allemand, je vais prendre des plateaux de coca et pouf, pouf, pouf. Les autorités, je m'en fous complètement. Comme les enfants, l'autorité, je m'en fous complètement, plus ou moins, d'accord. Et puis je vais aller jouer avec mon plateau de coca et advienne que pourra. Puis de toute façon, moi, je suis un Allemand et puis j'ai déjà ma place. et voilà, et je me mets à parler en allemand et tout. Le jeu, la capacité, en fait, à sortir de l'enjeu et se reconnecter au jeu de l'amusement, au jeu de l'enfant qui joue.
c'est une clé hyper importante parce qu'encore une fois, nous, on a trop tendance, et je le vois, à venir mettre de l'enjeu, de la gravité, de oh là là, ouais, on va arriver en retard, les places de parking, vite, 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 est-ce que t'es prête et tout, l'enjeu, hein. Alors qu'en fait, mais si on remettait un peu plus de légèreté, si on remettait un peu plus de jeu, et en fait on se rend compte que tout de suite, en fait, dans l'énergie, c'est différent. Ça fluidifie la circulation, le mouvement, que ça soit au niveau des émotions, le fait de comment on va apprécier la chose, comment ça va venir nous traverser, glisser sur nous. Et aussi au niveau de nos interactions avec les autres, on va être beaucoup plus ouvert, on est là dans le jeu, on est là pour s'amuser. Et vraiment, cette clé du jeu, pour moi, elle est très importante aussi. Et retenez ça et posez-vous la question, comment je peux sortir de l'enjeu par rapport à ce que vous avez envie de manifester, voilà, vos désirs, comment je sors de l'enjeu et comment je me reconnecte au jeu, à l'enfant qui joue. Et on va passer à la dernière clé qui pour moi est une clé aussi tout aussi puissante mais que vraiment j'ai envie de vous inviter à incarner parce que je sais qu'elle n'est pas facile. À incarner cette clé en tant que femme, que on a du mal parce que souvent voilà, on veut se faire petite parce qu'on nous a dit fais pas trop ta star, prends pas trop de place, fais pas trop de bruit, tu parles trop fort et que voilà, toutes ces phrases qu'on a pu nous dire, bah, c'est venu nous conditionner, c'est venu renforcer une forme d'insécurité à l'intérieur de nous, ça nous a fait perdre confiance en nous et du coup on n'ose pas assez, on n'ose voire plus, voire pas pour certaines personnes, pour certaines femmes avec qui je parle, qui me disent mais Salomé, j'aimerais tellement oser plus. Et cette clé, c'est l'audace. L'audace, vraiment. J'ai fait un épisode là-dessus de podcast, je crois que c'était mon deuxième épisode, ou troisième épisode peut-être, où je disais l'audace d'aller provoquer l'univers pour manifester ses miracles. Vraiment, c'est une clé pour moi qui est essentielle, qui est primordiale parce que, en fait, on se rend compte que l'univers, il fonctionne comme ça. La vie, elle fonctionne comme ça. C'est quand on ose faire preuve d'audace qu'il y a des miracles qui se passent, qu'il y a des portes auxquelles on n'avait même pas pensé qui s'ouvrent. L'audace que Michael a eue de donner sa place à son cousin alors que le match il allait commencer. L'audace qu'il a eue d'aller aborder, complimenter ce jeune homme, ce jeune joueur de foot. L'audace, Seigneur, qu'il a eue d'aller acheter ce plateau de Coca-Cola et de passer les différents contrôles avec ce plateau de Coca-Cola. Mais l'audace, Seigneur, vraiment, l'audace. Je suis émerveillée, je suis extrêmement inspirée par son audace. Mais on se rend compte que l'audace, il y a une citation, il me semble, de Goethe qui dit que l'audace relève du génie. L'audace relève du génie. Quand vous arrivez à... Et vraiment, je vous invite à vous poser la question, comment est-ce que dans mon processus de manifestation, dans les choses que j'ai envie de manifester, mais dans ma vie, tout simplement, comment est-ce que je peux faire un peu plus preuve d'audace? Et je vous assure qu'en tant que femme, en tant que personne, mais en tant que femme, quand on arrive à reconnecter avec cette petite partie audacieuse, ça va peut-être être, voilà, faire votre star aujourd'hui, mettre cette paire de lunettes que vous avez achetée, mais que vous n'êtes pas trop à l'aise parce elle fait mouche et oh là là, ça fait mouche, qu'est-ce qu'on va dire? Bah ouais, bah j'ai l'audace. Aujourd'hui, j'ai l'audace de porter ma paire de lunettes. Aujourd'hui, j'ai l'audace de m'habiller comme j'ai envie. Parce que voilà, cette tenue, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée incroyable, magnifique et j'ai l'audace de la porter. Aujourd'hui, j'ai l'audace d'aller parler à cette personne ou d'aller complimenter cette personne. Aujourd'hui, j'ai l'audace de... Plus vous allez être connecté vraiment à cette énergie de j'y vais,
je vais provoquer ma chance, je vais provoquer l'univers, je vais faire preuve d'audace. Mais allez-y à votre step, hein. Je ne suis pas en train de vous demander de faire comme Michael et d'acheter d'aller essayer de passer des portails de sécurité dans un stade de foot. Pas du tout. Faites à votre mesure. C'est quoi, vous, votre prochain step pour aller venir ouvrir cette porte de l'audace, pour aller ouvrir cette porte un petit peu de l'impertinence et de sortir des sentiers battus, de sortir des conditionnements et d'aller goûter à cette magie du ah, putain, j'ai osé quand même. Ouah, j'ai osé quand même. Et ensuite d'aller observer les fruits, d'aller observer les miracles, d'aller observer les portes qui se sont ouvertes parce que aujourd'hui vous avez osé peut-être porter cette tenue et que cette personne, elle vous a complimenté, ou osé porter cette paire de lunettes et que cette personne est venue vous dire mais en fait, waouh, vos lunettes, j'adore. Ou alors peut-être même que cette personne vous dise oh là là, mais ça fait trop mouche sur toi, et que là vous avez eu l'audace de lui répondre eh ben oui, ben moi j'aime bien. Waouh, quelle opportunité de prendre votre place, quelle opportunité de venir ancrer, affirmer votre souveraineté. Donc on voit que l'audace, comme disait Gus, a du génie. Et j'aimerais terminer cet épisode vraiment sur cette invitation. Chère souveraine, vraiment, osez, osez vous affirmer, osez aller explorer votre côté audacieuse, votre côté impertinente. Et venez me dire dans la description, dans les commentaires, quelle est cette clé que vous avez préférée, que vous décidez d'incarner un petit peu plus dans votre quotidien et dans votre processus de manifestation, et comment vous avez trouvé les histoires de Michael. En tout cas, de là où tu es, Michael, moi je t'envoie vraiment toutes mes plus belles intentions de remerciement, d'amour, de reconnaissance, parce que grâce à toi, j'ai pu faire ce super épisode qui, je pense bien, va devenir un de mes épisodes préférés. Et en attendant, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et que le ciel vous couvre de bénédictions.